Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aujourd'hui découvrir à l'essai cette Opel Astra de 6e génération. Une 6e génération qui est conçue maintenant cette fois-ci sur la plateforme de PSA Stellantis et pour laquelle on va surtout s'intéresser à une motorisation spécifique, à savoir l'hybride rechargeable, le fameux PHEV de 180 chevaux. Avant de passer à l'expérience de conduite, l'intérieur, etc., on va se faire un petit tour du propriétaire. Pour cette nouvelle génération de l'Astra, Opel semble être partie d'une feuille blanche ou presque. Sur le plan esthétique, la célèbre compacte allemande joue vraiment la carte de la nouveauté et cela lui va bien. Celle-ci n'a désormais plus rien à voir avec sa devancière tant sur le look que sur la taille. Même si l'écart de gabarit n'est pas flagrant, sachez que cette 6e génération suit la tendance du marché puisqu'elle grandit de 4 cm, portant ainsi sa longueur à 4,37 m environ. Avec une largeur de 1,86 m et une hauteur de 1,47 m, cette Astra nous apparaît comme étant bien proportionnée, mais attention, ne vous y trompez pas, elle accuse tout de même 1600 kg environ sur la balance dans cette version hybride rechargeable. Mention spéciale pour le toit noir de notre modèle d'essai en finition GS Line qui, par le biais du désormais traditionnel trompe-l'œil, donne l'impression d'une ligne de toit plus tombante, synonyme également de sportivité. L'empattement de son côté avoisiné 2,68 m, soit au final des proportions très similaires à celles de sa cousine socialienne, à savoir la Peugeot 308 hybride, dont elle exploite d'ailleurs la même plateforme EMP2 de 3e génération. La suite, vous la connaissez, Opel a tout naturellement pioché dans la banque d'organes du groupe Stellantis pour équiper ses Astra. Sous le capot de cette version 180 chevaux, hybride rechargeable, donc un moteur 4 cylindres, 1,6 litre essence couplé à un moteur électrique de 81 kW. Et bien évidemment, la partie électrique est-elle alimentée par une batterie de 12,4 kWh, autonomie en 100% électrique annoncée, 60 km. Et avant de découvrir l'habitacle métamorphosé, lui aussi, intéressons-nous d'un peu plus près à ce qui fait une grosse différence sur l'Astra, à savoir cette nouvelle carrosserie. Assurément plus sage que celle de la Lionne, cette Opel n'en demeure pas moins, selon moi en tout cas, une belle auto, jouant de lignes justement travaillées pour ne pas sombrer dans l'ostentatoire et lui garantir sans doute de bien vieillir dans le temps. Cette Opel Astra hérite évidemment de la nouvelle signature lumineuse de chez Opel, alors nouvelle qui est quand même désormais sur quelques modèles, avec ici dans notre finition GS Line, sur le modèle que l'on a à l'essai, ce fameux IntelliLux Pixel Light, 168 éléments répartis sur les deux phares, donc 84 par bloc, qui vont vous permettre de bénéficier de cette technologie de plein phare adaptatif. Vous allez conserver une visibilité maximale puisque automatiquement le système va vous créer des zones d'ombre pour ne pas éblouir les autres utilisateurs de la route évidemment. Ici c'était la calandre que l'on connaît maintenant sous ce fameux Opel Visor qui prend donc en compte cette signature lumineuse, et le deuxième élément c'est l'Opel Compass qui en fait est à remarquer ici par ces lignes qui traversent le capot et qui tout simplement se retrouve même à l'arrière dans ce troisième feu de stop. Et le deuxième élément de ce fameux compas, c'est ici la ligne qui est dessinée par les optiques. À l'arrière, on retrouve la signature lumineuse qui rappelle évidemment l'avant. Et comme je vous le disais, ce fameux Compass qui vient se terminer ici dans ce troisième feu de stop. Petite touche esthétique et désormais aussi le nom du véhicule écrit en toutes lettres. Au niveau du coffre, alors par rapport au véhicule thermique, on va perdre pas mal de capacité puisqu'on va passer par exemple de 422 litres pour une version thermique avec ce double plancher réglable en hauteur à 352 litres pour les versions hybrides rechargeables, 1268 litres lorsque vous aurez rabattu les banquettes arrière. C'est une banquette arrière 2 tiers 1 tiers, ça c'est assez classique, mais on a une trappe à ski lorsqu'on abaisse tout simplement l'accoudoir qui est présent au niveau des sièges.
À l'arrière, on est dans un niveau d'habitabilité assez classique pour une compacte. C'est fait pour voyager à 4. La place du milieu pour une 5e personne, ce sera toujours la même punition. Une assise plus rigide, un dossier moins confortable évidemment. Et en plus, dans cette configuration ici sur cette Astra, on a ce petit tunnel central qui risque de complexifier là aussi la position des pieds du 5e occupant. Bref, en tout cas, dans une configuration à 4, c'est plutôt agréable parce que l'empattement de près de 2,70 m permet de dégager les ailes. Et ici, du coup, j'ai de la place au niveau des coudes, au niveau des épaules, une belle réserve aussi sur la garde au toit. Au niveau des genoux, c'est là aussi tout à fait convenable. J'ai réglé le siège de devant pour ma position de conduite. Je mesure 1,75 m. Vous voyez bien que comme les sièges sont creusés, j'ai encore à peu près 5-7 cm. La même chose ici en hauteur. À l'arrière aussi, les surfaces d'accueil sont légèrement moussées, c'est un peu comme à l'avant. Donc c'est fait tout simplement pour rendre la chose un petit peu moins austère, en tout cas dans cette finition. Et je terminerai évidemment par l'accoudoir central qui vous offre là aussi 2 porte-gobelets et une petite surface ici pour glisser un smartphone si vous le souhaitez. Bref, vous le voyez bien, c'est confortable pour 4 et à 5 ça risque d'être plus compliqué. C'est donc installé au poste de pilotage qu'on perçoit les changements majeurs apportés à la compacte. La présentation monte globalement d'un bon cran, surtout dans notre version GS Line, malheureusement toujours un peu triste en raison du choix des matériaux, et ce ne sont pas les quelques inserts rouges de ci et de là, ou encore l'effet carbone en partie appliqué sur la planche de bord, qui effaceront le côté sombre de cet habitacle massivement tapissé de noir. Voilà, c'est extrêmement sobre, c'est plutôt bien fichu avec des matériaux sur l'accueil, là où on a effectivement des zones de contact, que ce soit sur le coude, etc. C'est pas ultra molletonné, mais c'est plutôt des matériaux relativement souples. Volant, gainé cuir ici sur cette finition-là, avec évidemment un volant chauffant. Après, on est ici sur des choses plus plastiques, sur les éléments de contre-porte qui sont potentiellement des éléments qui vont être exposés aux impacts. Typiquement, quand on sort de la voiture, on a toujours, peut-être avez-vous aussi ce défaut de mettre un petit coup de chaussure au niveau de l'enceinte, et puis ici tout de suite on rebascule sur quelque chose de plus molletonné ici sur la contre-porte. Idem sur cet accoudoir-là. Donc un standing tout à fait convenable quand même pour cette Opel Astra. Notre modèle profite de l'instrumentation appelée Pure Panel Pro. Celle-ci se compose de 2 écrans de 10 pouces au format panoramique qui se prolonge désormais sous une seule et même entité. Le résultat est plutôt séduisant et il est surtout synonyme d'un renouveau technologique bienvenu chez Opel. La dalle 10 pouces assurant la partie instrumentation numérique offre une multitude de configurations permettant au choix de vous renseigner sur votre consommation, privilégier plutôt l'interface minimaliste ou encore opter pour l'affichage de la cartographie GPS. J'ai pu apprécier aussi la qualité du système de projection tête haute sur le pare-brise qui figure parmi la liste des options, y compris sur notre modèle GS Line pour lequel la facture grimpe de 1 280 €. Néanmoins, ce dispositif est beaucoup plus qualitatif que les projections sur lamelles plastique par exemple, d'autant plus qu'il a su me séduire durant les tests par sa très bonne lisibilité et la variété des informations qu'il propose. L'écran central est naturellement tactile et sa diagonale de plus de 25 cm permet là encore de compléter les informations accessibles du premier coup d'œil. Le choix des couleurs de l'interface est discutable, mais à vrai dire, je m'y suis très vite fait et je n'ai finalement pas ressenti le besoin d'aller plus loin chercher dans les options pour tenter de changer quoi que ce soit. La lisibilité de cet écran est donc très bonne grâce à une position plutôt haute sur la planche de bord et une orientation appliquée vers le conducteur. L'interface tactile répond bien et les menus sont plutôt fluides, fort de sa nouvelle plateforme technologique embarquant une puce Qualcomm conçue pour le marché d'automobile. Attention toutefois, Opel a décidé d'y ajouter quelques animations qui peuvent parfois donner l'impression que le système est à la peine. Et si j'étais particulièrement déçu par l'ancien système d'infodivertissement qui faisait perdre toute une surface de l'affichage au profit des indications de climatisation par exemple, Stellantis a corrigé le tir en proposant ici quelque chose de plus actuel et plus efficace. Comme Peugeot, Opel fait le choix de remonter les commandes de climatisation et autres boutons de chauffage des sièges pour l'avant en partie haute de la planche de bord. Ainsi, si elles obligent à tendre le bras, ce choix reste bénéfique pour l'attention du conducteur, comme en attestent d'ailleurs les retours des clients. Ce choix, aussi fonctionnel qu'esthétique, permet en prime de libérer de la place en position basse sur la console centrale pour y intégrer un chargeur à induction. Attention, il s'agit là aussi d'une option à 150 €, mais qui complétera toutefois les 3 prises USB Type C. Naturellement, Android Auto et Apple CarPlay sont de la partie, mais en version sans fil, c'est très appréciable. Recharge sans fil et applications connectées donc apporteront un confort indiscutable au quotidien comme à l'occasion de vos longs trajets. Là encore, notre modèle d'essai se distingue d'ailleurs par son pack de navigation plus.
Celui-ci intègre une multitude de services connectés allant de l'information trafic TomTom en temps réel ou encore la météo, le prix des carburants et même les places de stationnement à proximité. Enfin, Opel nous gratifie également de son assistant personnel embarqué qui se manifeste et attend vos ordres sitôt que vous mentionnez un simple « Hey Opel ». Rentrez à la maison. Température sur 15 degrés. J'ai froid. Hey Opel. Coupe la radio. Hey Opel. Éteins la climatisation. Et il faut naturellement se parler des éléments de confort. À l'avant d'abord avec ce siège que vous avez juste là qui bénéficie de cette mention AGR. C'est l'ergonome, c'est le label qui vous assure d'être bien installé à bord. Bon, à vrai dire, c'est vrai qu'on n'est plutôt pas trop mal installé. Il faudra voir ce que ça donne sur de très longs trajets. Mais l'accueil est plutôt bon. C'est vrai qu'on a relativement un bon maintien ici latéral avec ces bourrelets qui sont relativement bien prononcés. Idem au niveau des jambes. Donc si jamais vous voulez adopter un rythme un petit peu plus dynamique avec cette Astra qui est joueuse dans cette version 180 chevaux. C'est pas un foudre de guerre, mais c'est intéressant. Et ensuite, vous avez là encore cette petite avance ici pour votre repos au niveau des jambes. Pour tout le reste, c'est classique. On est ici sur une conception avec deux matières qui évidemment vous éviteront d'avoir cette sensation Sky au niveau de l'assise. Des sièges qui sont réglables électriquement côté conducteur, c'est manuel côté passager et vous avez la possibilité aussi de sélectionner en option des sièges massants. Voilà, donc c'est des petites touches de confort intéressantes. Et là où ça commence à devenir un petit peu plus intéressant, c'est dans le nombre de rangements, parce que oui, c'est une compacte et néanmoins, regardez, Opel a quand même fait les choses pas trop mal, parce qu'on a au final entre ici un rangement porte-lunettes, ici un vide-poche qui d'ailleurs accueillera le smartphone pour la recharge par induction, donc plutôt un truc intéressant aussi sur ce modèle. Un compartiment assez vaste pour mettre vos appareils. Dans la console centrale, un porte-gobelet double, deux porte-gobelets, donc tout ça c'est masqué par ces petits tiroirs. Un dispositif ici un petit rangement qui pourra vous permettre notamment de ranger votre clé si vous le souhaitez. Et au niveau de la console centrale, ici encore une fois, système d'ouverture papillon assez classique, un autre vide-poche. Naturellement à tout ça s'ajoutent les compartiments dans les contre-portes. Opel indique que c'est à peu près 30 litres en plus dans tous ces petits rangements, donc c'est bon à prendre aussi. Alors je peux vous dire que j'avais eu l'occasion d'essayer la Peugeot 308 sur la même plateforme, donc 180 chevaux. La solution EMP2 de 3e génération sur lesquelles Opel a appliqué des réglages différents, que ce soit sur les barres anti-roulis, la gestion de la direction et les amortisseurs. Et ça se sent tout de suite. Ça se sent tout de suite parce que effectivement là où Peugeot adopte plutôt le style Peugeot, c'est un petit peu plus incisif, un petit peu plus dynamique. C'est en plus accentué avec le petit volant qui vient se positionner en dessous de ce high cockpit 3D, en tout cas sur certaines finitions. Et donc Peugeot maintient cette caractéristique qui fait que c'est une marque qui se veut peut-être un petit peu plus sportive. Chez Opel, c'est Autobahn Proof, dans le sens où Autobahn Proof, n'y voyez pas que ce n'est pas le cas chez Peugeot en l'occurrence, ou en tout cas que c'est fait pour aller très vite. Mais Opel nous dit que ce sont des autos qui doivent avoir des comportements sains en cas de manœuvre, d'évitement, etc. Ça se concrétise ici sur une circulation en ville par une auto qui est extrêmement souple. On est vraiment sur une consistance très légère de la direction, en tout cas lorsqu'on est en mode auto ou 100% électrique. Alors auto sous-entendu hybride, qui ira chercher ou non ce bloc 1,6 litre essence à la rescousse en cas de besoin. Et c'est vraiment très léger. C'est très léger à la fois du côté de la direction et je trouve qu'au niveau de la pédale d'accélérateur, je trouve que ça manque aussi un petit peu de consistance. Peut-être du coup un petit manque de retour d'information dans cette configuration-là aussi du côté du volant. Faut aimer ce côté vraiment très léger. Du coup, pour la ville, ce sera très agréable d'évoluer à basse allure, de circuler comme ça tout doucement et d'avoir finalement cette souplesse et cette maniabilité de cette petite Astra.
Parmi les choses qui me plaisent déjà d'entrée de jeu, je peux vous le dire, c'est la qualité du système d'affichage tête haute qui là m'affiche quasi une pleine cartographie. J'ai vraiment les instructions de navigation qui s'affichent au-dessus. J'ai aussi les instructions liées à la vitesse à respecter, les instructions liées au régulateur de vitesse adaptatif. Le souci, c'est que lorsque je change de mode sur l'instrumentation qui est derrière le compteur, à savoir que si jamais je sélectionne d'afficher la cartographie en partie basse, elle disparaît sur la partie haute et ça c'est un petit peu dommage. On aimerait pouvoir avoir les deux, donc je ne sais pas pourquoi Opel fait ce choix, mais si j'affiche la cartographie en bas, au-dessus, je n'ai plus que ma vitesse et les aides à la conduite. Et ces assistances à la conduite, justement, alors elles seront disponibles ou pas en fonction des finitions. Il faudra aller chercher dans le catalogue d'options. Mais alors ça, c'est assez classique. Vous retrouverez l'aide au maintien de cap, évidemment, les systèmes de freinage d'urgence, les sorties également de parking avec ces radars à l'arrière, les caméras à 360. Bref, il y a tout un pack technologique. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elles sont ici plutôt bien réalisées par Opel. Alors c'est des solutions en l'occurrence plutôt PSA, Stellantis. Ça fonctionne relativement bien et tout simplement c'est devenu presque un classique aujourd'hui ces fameuses assistances de niveau 2. Il faut bien avouer quand même qu'il y a une forme de petite métamorphose lorsqu'on vient chercher ce mode sport dans cette Astra PHEV qui du coup avec 180 chevaux, elle manque pas de répondant mais ça reste toujours une conduite assez souple, assez homogène, c'est pas aussi incisif, il n'y en a pas cet effet peut-être un petit peu plus karting qu'on va retrouver dans la 308 qui d'ailleurs aussi provoque cette sensation grâce à son petit volant, sa position de conduite aussi évidemment et le typage du châssis puisque effectivement Opel le dit ici, barre anti-roulis, suspension et réglage sur le volant sont différents de la Peugeot et ça se ressent. Voilà, de mes souvenirs que je peux avoir effectivement avec mon essai de 308 en PHEV 180 dans cette finition GT Line, et voilà, on est vraiment sur quelque chose de typé différemment et finalement c'est pas plus mal parce que ça fonctionne bien. Un petit mot quand même sur ces palettes au volant qui vont vous permettre évidemment d'aller chercher un petit peu plus dans les tours si vous souhaitez encore muscler un peu la conduite. Et ça fonctionne, elles ne sont pas d'une réactivité exemplaire. Le petit souci, c'est que la boîte auto, elle a tendance à vouloir reprendre la main assez vite. Et donc du coup, ça peut donner des choses un petit peu surprenantes, sachant que c'est quand même relativement bien calibré. Il va falloir de temps en temps peut-être aller chercher, baisser un rapport, parce que vous voyez, sinon ici, hop, on perd un peu de grippe, on sent bien que la voiture commence à glisser, mais c'est une glisse assez saine. Franchement, c'est quelque chose, on peut très très bien doser sa conduite et ça fonctionne. Voilà, on est dans un comportement très sain pour cette Astra PHEV. Ces 2 petites journées passées au volant de l'Opel Astra m'auront permis quand même de parcourir des profils de route plutôt mixtes, de l'autoroute, de la ville, du réseau secondaire, sinueux également, avec effectivement un petit passage par le mode sport obligé. Et ça m'aura tout simplement permis de commencer à affiner un petit peu mon jugement sur la partie consommation de carburant. Sur la plateforme 100% en conduite 100% électrique, Opel annonce une autonomie qui s'approcherait des 60 km grâce à cette batterie de 12,4 kWh. Évidemment, on n'y est pas, on n'y est même pas du tout. On sera plutôt aux alentours des 30, 35, allez, 40 avec le vent dans le dos si jamais vous faites essentiellement de la ville, que les relances sont plutôt souples. Mais néanmoins, le constructeur dit qu'il garde toujours une mémoire tampon justement pour une circulation en ville et ainsi vous réaccompagner dans les redémarrages qui sont finalement les phases qui demandent le plus d'énergie. On va retrouver les différents modes de conduite, normal, qui va être effectivement le mode standard, qui va aller chercher à la fois une conduite hybride, c'est l'électronique qui fera le lien entre le moteur thermique et la partie 100% électrique. On va avoir un mode sport, là, naturellement c'est plutôt le moteur thermique avec son 1,6 litre qui sera accompagné toujours de cette instantanéité et ce couple que procure le côté 100%, enfin le moteur électrique. Et ensuite on a aussi un mode éco et un mode qui lui va permettre cette fois-ci de recharger la batterie, c'est tout simplement le mode e-save. Il y a des menus qui sont prévus dans le système d'infotainment. Si jamais, tout simplement, vous êtes en 100% thermique et que vous souhaitez récupérer de l'énergie pour ensuite rentrer dans une grande ville. Sur autoroute, le régulateur de vitesse, donc soit régulateur adaptatif, soit limiteur de vitesse, tout simplement s'active sur la partie gauche du volant. C'est assez classique, ça fonctionne bien. Pour l'instant, on n'a pas l'aide au changement de voie, mais Opel nous dit que ça va arriver dans une deuxième version
une version IntelliDrive 2.0 où là on aura effectivement, alors ça sera sans doute une option, la possibilité de prendre un pack qui vous permettra en plus de vous accompagner lors des changements de voie. C'est une technologie qui fonctionne bien, hein, c'est éprouvé aujourd'hui. On sélectionne la vitesse, on choisit ensuite la distance à respecter avec le véhicule qui nous précède. Et surtout, ce qui va se passer, eh bien, c'est qu'en fonction du mode que vous allez activer, eh bien, vous allez avoir ou non la correction de trajectoire qui va s'appliquer. Donc à réserver évidemment en tant que technologie d'assistance à la conduite, hein, on ne se parle pas de conduite autonome. Et ça va être essentiellement intéressant effectivement sur autoroute. Ça pourrait parer de certains dangers lorsque vous allez commencer à être fatigué par exemple. Alors regardez la preuve en image, hein. J'ai activé l'aide au maintien de cap, je précise, hein, l'aide au maintien de cap. Et on voit bien que les trajectoires sont plutôt souples, on n'est pas sur une auto qui va rebondir entre les deux lignes. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et là, naturellement, au bout d'un moment, je vais me faire rappeler à l'ordre. J'ai à la fois dans l'instrumentation, mais aussi dans l'affichage tête haute, un message qui me dit « Gardez les mains sur le volant ». Il n'est pas question, évidemment, de faire ça trop longtemps. Deuxième niveau d'alerte, ça bip. Toujours, tenez le volant. Et voilà. Et là, le système, ça devient beaucoup plus coriace, ça devient beaucoup plus incitatif. Vous êtes vivement incité à reprendre le volant. Voilà, c'est une technologie d'aide à la conduite. On est, encore une fois, je le reprécise, absolument pas sur de la conduite autonome. Sur le modèle que j'ai là à l'essai, le régulateur de vitesse adaptatif est couplé au système de lecture des panneaux de signalisation et du coup, eh bien, lorsqu'on est sur autoroute ou partout d'ailleurs, eh bien, lorsque la vitesse va changer, la caméra vous propose de changer effectivement et de réadapter votre vitesse. Il faut pour cela presser la touche OK. Il n'y a rien d'intrusif. Le véhicule ne va pas le faire automatiquement. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle selon moi? Eh bien parce que parfois il y a des faux positifs. Ils sont de plus en plus rares, mais ça m'est arrivé par exemple d'activer ce genre de technologie et puis ça va lire la vitesse par exemple sur une voie de dégagement ou même parfois sur certains macarons à l'arrière des camions et ça peut donner des coups de freinage, des choses assez étranges, assez perturbantes, assez dangereuses voire même. Donc c'est très bien que vous soyez plutôt invité à valider cette nouvelle vitesse que l'auto s'en charge d'elle-même. Alors avant de vous parler des sensations de conduite, on arrive sur une barrière de péage, ce qui va me permettre de sélectionner le mode sport. Et tout simplement, alors il faut savoir qu'au Portugal, les barrières de péage peuvent être franchies à 60 km/h. Donc on ne va pas se faire une relance depuis 0 ou depuis 30 km/h comme ce serait le cas en France. Vous allez voir que lorsqu'on va chercher un petit peu de dynamisme, tout de suite, cette Astra se fait entendre. Hop, franchir la barrière de péage et c'est parti. C'est pas mou, mais c'est pas non plus une fusée. Voilà, je suis à 120 km/h, donc ça reste quand même quelque chose de polyvalent. Je suis allé chercher le kickdown et c'est là où je voulais en venir. Je vais rebasculer cette fois-ci en mode hybride, hein, le mode standard donc. Et franchement, c'est une auto qui est taillée pour l'autoroute, mais comme beaucoup d'autres aujourd'hui, ces 180 chevaux savent se montrer disponibles avec ou sans le kickdown, en mode hybride ou en mode sport si on le souhaite. Et surtout, on va se laisser un petit peu porter par l'intelligence de cette électronique qui va vous permettre d'atteindre des consommations qui seront peut-être un petit peu plus maîtrisées aussi. Et c'est de ça dont on va se parler désormais. Si Opel annonce effectivement une autonomie de 60 km en tout électrique, on va pas y être. On sera plutôt sur 30 à 40 km, allez, 45 au mieux, si jamais vous avez vraiment une conduite coulée, si vous utilisez le mécanisme de frein moteur avec ce mode B, essentiellement d'ailleurs en ville ou sur le réseau secondaire, pas sur autoroute, où là le moteur thermique aura plutôt tendance à s'enclencher plus régulièrement, mais ce sera des consommations qui resteront tout de même assez maîtrisées. On sera entre 4 et 6 litres, voilà, de ce que je peux estimer ici, mais là encore, il faudra, ça dépendra de si vous voyagez à 4, si vous voyagez chargé à 2 ou pas, donc on sera sur des consommations finalement assez conventionnelles et plutôt relativement bien maîtrisées. Là, à 120 km/h, franchement, ça file, hein. C'est une auto qui est quand même conçue pour rouler, c'est un bon châssis, une belle auto, c'est relativement bien isolé. En même temps, le bloc, la combinaison bloc thermique et électrique est plutôt discret, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas à vitesse stabilisée. Et donc du coup, c'est une auto dans laquelle on est bien, c'est relativement bien amorti. Il y a quelques petits bruits d'air, mais c'est tout à fait supportable. C'est une auto qui file et en plus couplée
aux aides à la conduite en cas de danger, ça c'est vraiment très bien. Toujours sur cette partie infotainment, hein, on a Apple CarPlay et Android Auto en sans fil, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si on a naturellement ces deux prises USB Type C si on souhaite utiliser une liaison filaire. Et moi c'est vrai qu'au-delà de cette réactivité que j'aimerais un peu meilleure, j'aurais bien aimé aussi que le groupe travaille sur une meilleure interface, une interface un petit peu plus sympa de toutes ces informations liées cette fois-ci à la conduite, à la consommation. Parce qu'on est sur quelque chose d'assez sommaire avec ce graphique de statistiques qui franchement livre assez peu de choses, c'est assez peu détaillé. Et surtout, eh bien, si on avait plus d'informations, de conseils notamment, ça nous permettrait d'améliorer notre conduite et donc notre consommation. Là, on n'a aucune indication. Certains constructeurs, par exemple, proposent des choses qui nous disent lève le pied, ça descend, ce genre d'indications. Là, ce n'est pas le cas du tout. Donc c'est un petit peu dommage, c'est perfectible. Les phares matriciels font partie évidemment des éléments de sécurité qui sont mis en avant sur cette Astra. 168 éléments, 84 par phare, et c'est vrai que ça fonctionne bien. Alors c'est là encore des choses qui sont assez classiques, enfin de plus en plus classiques, mais qui évoluent et qui descendent en gamme, et donc c'est plutôt évidemment une bonne nouvelle qu'il en soit ainsi. Et c'est vrai que c'est une technologie que j'ai pu essayer de nuit, avec cette difficulté de vous faire des images évidemment, mais ça fonctionne bien. On a bien ces zones, les caméras qui identifient que l'on a un véhicule qui est devant nous, qui arrive à contresens, et ça crée ainsi des zones d'ombre tout en préservant notre visibilité à nous. Et voilà, donc encore une fois, un bon point pour la sécurité. Cet essai de l'Opel Astra PHEV se termine sur une note globalement positive, parce que oui, elle utilise certes la même plateforme que sa cousine, la Peugeot 308, la solution EMP2 de 3e génération, mais comme vous l'avez vu, le comportement et le style sont foncièrement différents. On est ici sur une auto qui se veut plus feutrée à la conduite, qui peut néanmoins aller chercher un petit peu de sensation lorsqu'on la bascule en mode sport, et là où la Peugeot va elle aller chercher un style plus dynamique, plus racé, l'Astra joue elle sur des codes esthétiques un petit peu plus classiques, et ça lui va très bien. Quelle que soit la solution que vous adopterez néanmoins, attention, parce que le prix de ces solutions PHEV sont forcément importantes sur la facture. En effet, là où la première motorisation essence 110 chevaux va démarrer à 23 750 €, l'hybridation en 180 vous en coûtera à partir de 35 550 € et ça grimpe jusqu'à 43 000 € en finition Ultimate. Vous voyez bien que ça commence à faire cher pour une compacte du segment C. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous savez quoi faire, le petit pouce qui va bien. Réagissez dans les commentaires. Vous avez vu les réseaux sociaux s'afficher dans la description également. Retrouvez le lien de discussion vers le groupe Discord. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Rejoignez-moi également sur les... J'ai des paires et pas derrière toi. Il va pleuvoir. C'est bon ça. La miniature là. Ouais. Bonne photo.